On se retrouve en gare de Gruppon pour cette nouvelle étape de la balade de l'été. Une étape qui va nous mener vers le village et la gare de Poix-Saint-Hubert. Pour rejoindre Poix-Saint-Hubert, nous traverserons des sites mythiques de la région comme le Fourneau Saint-Michel, découverte également de la forêt domaniale Saint-Michel-Freyre ainsi que de la basilique de Saint-Hubert. En gare de Gruppon, on retrouve notre guide Fabienne. Bonjour Antoine. Ça va? Et toi? Ouais, hein, en forme? Oui. Prêt pour cette journée de rando? Ben oui, prêt pour cette journée, donc qui part de Gruppon et comme souvent avec train sac à dos, il y a 2 itinéraires qui sont proposés, c'est ça? Oui, aujourd'hui on va jusque Poix et il y a effectivement entre ces deux gares 2 itinéraires qui sont proposés selon les motivations des troupes. Alors, l'itinéraire le plus facile, Gruppon, Poix, en passant par Miroir et on longe essentiellement la vallée de la Lomme. Le second itinéraire fait 33 km malgré tout et 1000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est une sacrée rando, mais elle est très intéressante parce qu'on passe par le Fourneau Saint-Michel, le domaine dont on a parlé la semaine dernière, la forêt domaniale du Saint-Michel qui est une immense forêt magnifique. On passe par Saint-Hubert et à Trival. À Trival, il y a aussi pas mal de choses à raconter sur le patrimoine lié à la rivière. Donc voilà. Et puis on ira sur Poix. D'accord. T'es OK pour cette rando de 33? Ben on va s'y mettre, hein, mais c'est vrai que 33 km, il faut se la farcir, donc il faut peut-être pas tarder à démarrer. Alors. OK, super. Ok. Allez alors. Eh ben je te suis. Parfait. C'est bien le soleil avec nous, j'espère que ça va durer. J'espère aussi parce que... Parce qu'on n'a pas toujours été gâtés pour l'instant. Allez, c'est parti, on y va Jamie. Tu vois Antoine, village d'Awen là. Ah ouais, on aperçoit le clocher. Oui, qu'on a visité la semaine dernière. D'accord. Là derrière la butte, ce sera le village de Miroir. Et cet itinéraire, ces 2 gares offrent l'avantage de donner la possibilité aux randonneurs d'effectuer une randonnée de 2 ou 3 jours. Okay. Puisqu'il y a un itinéraire de 33, un itinéraire de 13, mais qu'à Saint-Hubert, il y a de nombreuses possibilités de logement. Donc tu pourrais très bien faire Gruppon-Saint-Hubert, ça fait plus ou moins 22 km. Et le lendemain, tu fais Saint-Hubert, Gruppon, par l'autre itinéraire. Et les villages aussi proposent des opportunités de logement également. C'est d'ailleurs dommage qu'on ne passe pas par Miroir. Hein. Ça, Miroir, oui, ça c'est un des plus beaux villages de Wallonie. Il est magnifique avec son château, sa ferme tout à fait particulière. Et puis ce village-rue comme ça qui domine la vallée de la Lomme. C'est vraiment un de mes coups de cœur. Je dois dire que j'aime beaucoup randonner dans la forêt, massif de la forêt de Saint-Hubert. C'est un peu un endroit de prédilection pour moi. Et j'en propose souvent avec Caprando, que ce soit des séjours justement dans la région de Poix-Saint-Hubert ou dans la région de Miroir. C'est ça. Le village de Miroir, tu l'as mentionné, on peut le traverser sur l'itinéraire de 13 km. Exactement. Nous voici au domaine du Fourneau Saint-Michel, Fabienne. C'est le musée de la vie rurale en fait. C'est un chouette site qui retrace finalement la vie de nos ancêtres.
où il y a pas mal de petites maisons comme ça qui expliquent aux visiteurs comment était l'école, comment se donnait l'école, comment on lavait son linge par le passé, etc. Et donc ici, je te propose de rencontrer deux responsables d'un collectif citoyen qui s'est créé il y a pas si longtemps que ça et qui essaye de mettre tous les moyens en œuvre, en tous les cas, pour sauvegarder ce patrimoine ancestral et être finalement des passeurs de mémoire. Puisque si on ne fait rien, tout ce patrimoine va finir par s'essioler et ce serait malheureux, hein. Bonjour Jean-Marc, bonjour Jules. Bonjour. Merci de nous accueillir sur le site du Fourneau Saint-Michel, un site que vous essayez de revaloriser d'une certaine manière avec le collectif Ressources au Fourneau. Ça part d'où l'idée de lancer ce collectif? L'idée, elle a été prise collectivement, enfin portée collectivement fin 2023, où toute une série d'amoureux du site, qui est pour nous tout à fait exceptionnel, était un petit peu dans la recherche de ce qu'ils pouvaient faire pour essayer d'éviter cette dégradation un peu progressive et parfois même cet abandon qui avait été en plus largement développé suite aux inondations de l'été 2021. Et donc de se dire, nous qui sommes amoureux de ce patrimoine, nous qui sommes amoureux des vieux métiers, nous qui sommes pour la préservation de ces savoirs et savoir-faire, comment est-ce qu'on peut agir de manière utile? Et donc on a dans ce cadre-là pris contact avec la province pour essayer qu'ils acceptent notre aide et qu'ils acceptent que nous puissions essayer de développer ici des activités pour redynamiser, enfin essayer de participer à la redynamisation du site. Donc vous fonctionnez en ASBL? Alors on n'est pas une ASBL, on est nous toujours un collectif citoyen simplement, donc une association de fête, mais effectivement on a pu compter sur l'apport d'une ASBL qui est l'ASBL Rêve de Terre, qui elle effectivement a des structures un petit peu beaucoup plus conséquentes que nous et qui donc peuvent nous aider très largement dans la préparation des activités que nous organisons ici sur le site. Et qui sont les acteurs qui sont membres de ce collectif justement? Tout un chacun qui est intéressé par le site, par sa redynamisation, par le fait d'en faire quelque chose de vivant, parce que notre rêve à nous, c'est vraiment de pouvoir faire ici du site quelque chose de vivant, qui soit pas un musée. Alors c'est le musée de la vie rurale, donc vraiment ce qu'on voudrait, c'est pouvoir recréer à terme une vie qui permette à tout le monde de se remettre dans la peau des personnes qui ont pu vivre dans ces habitats-ci il y a une centaine d'années. Donc Jules, vous proposez une série d'activités au cours de l'année, une par saison avec une date phare le 21 juillet je crois. Oui c'est ça, donc c'est un petit peu ce que les gens entendaient. Donc le 21 juillet dans l'idée et dans l'esprit de beaucoup, c'était la fête au Fourneau Saint-Michel, le rendez-vous de l'année. Donc on n'y échappe pas, le 21 juillet ça reste pour nous la date, je veux dire, un peu emblématique de l'année, mais on a décidé d'organiser une activité par saison. Voilà, donc début de cette année, le 15 février, nous avons eu une journée consacrée aux contes et légendes. Voilà, tout ce qui tourne autour des métiers d'autrefois bien sûr, de tout ce que les gens pouvaient réaliser, les soirées d'hiver, d'accord. Nous avons le 29 mai, où l'on met à l'honneur les vieux métiers, tout comme le 21 juillet, avec une plus grande ampleur ce 21 juillet. Puis alors une activité plus tard dans la saison qui va sans doute tourner autour des découvertes gastronomiques de la région. Donc le but ici, c'est bien sûr faire vivre ce fourneau, rassembler un collectif, de bénévoles bien sûr, mais de gens passionnés d'abord et avant tout, et de transmettre un savoir-faire, de réapprendre bien sûr et de pouvoir transmettre. Donc derrière toutes nos activités, ce n'est pas seulement une image, c'est aussi la volonté de transmettre, de sauvegarder, voilà, tant sur le plan culturel qu'artisanal. C'est très très important de pouvoir, comment vais-je dire, accompagner les générations futures pour, je vais dire, en tant qu'acteur local, pouvoir développer des filières voilà, propres à notre terroir. Merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir les objectifs de votre collectif. On vous souhaite bon vent pour la suite. Nous on va continuer, on va encore un petit peu se promener sur ce site du Fourneau Saint-Michel. Ça va.
Merci messieurs, Merci à bientôt. Ouais. On se rapproche de Saint-Hubert et traversée ici de la forêt domaniale Saint-Michel, c'est ça? C'est tout à fait ça. C'est un véritable sanctuaire pour de nombreuses espèces et elle est traversée par de nombreux circuits de promenade. Il y en a pour tous les goûts, les vététistes et les randonnées à pied, les promenades en famille, etc. Et voilà. Et alors, je t'invite à rencontrer Thierry Petit et Monsieur Coppé, qui sont de grands fans, des grands défenseurs en tous les cas de la forêt de Saint-Michel. On va les retrouver là tout à l'heure. D'accord. Bonjour. Thierry et Jean-Christophe, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous nous accueillez ici en plein cœur de la forêt domaniale Saint-Michel-Freyr, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Alors Thierry, en quoi la traversée de cette forêt en vaut vraiment la peine? Alors déjà, les gens sont chez eux, c'est une forêt publique, donc ça leur appartient. Et puis aussi, c'est un peu un sanctuaire, donc on a la chance d'avoir un très grand massif forestier qui est assez bien préservé. Et grâce aux différentes balades qui ont été installées, ça permet aux gens de pouvoir justement découvrir, mais sans trop perturber. Nous, on adore évidemment le concept que vous présentez, parce que c'est un concept qui est durable, qui est très peu envahissant et surtout avec un tourisme qui est diffus. Ça veut dire que les gens, quand ils arrivent dans cette forêt, quand ils vont la quitter, ils n'auront pas amené de perturbations. Et donc nous, on est très très contents de pouvoir humblement ouvrir les portes de la forêt à ce genre d'activité, à cette visite. Et puis les gens aussi, on ne protège que ce qu'on connaît. Et donc en se baladant, ils sont émerveillés, ils se rendent compte qu'il faut protéger. On a 280 000 hectares de forêt publique et le fait de pouvoir justement les présenter, les gens à ce moment-là se rendent compte que c'est à eux et ils ont aussi envie après de les préserver. Alors, tu le disais, il y a de nombreux usagers qui sont impliqués dans cette forêt. Il y a des codes évidemment à respecter. Voilà, chaque fois qu'il faut essayer de trouver un consensus, il y a des règlements. Donc ici, par exemple, avec le joli toutou, le fait de le tenir en laisse, c'est très important pour la nature parce qu'ils ne vont pas déranger. Pour le moment, on est en pleine mise bas pour les faons, donc les petits faons sont vulnérables. Et aussi par rapport aux autres usagers, il y a des personnes qui ont peur des chiens. On ne sait pas si le chien est gentil. Donc le fait de le tenir en laisse, ça rassure tout le monde. Ça, c'est important. Le fait aussi, c'est un peu du bien vivre ensemble. Quand il y a une autre personne qui arrive en vélo ou à cheval, on réduit la vitesse, on salue les gens. Et ça, c'est vraiment le bon sens. Alors aussi, pas de véhicules à moteur sur des chemins ou sur des sentiers, évidemment. Pourquoi? Parce que quand on fait une balade, on a envie de profiter de l'endroit. On n'a pas envie d'être confronté à des véhicules rapides. Ils ont d'autres endroits, justement, pour découvrir la région. Mais donc voilà, ça, c'est le code forestier qui prévoit justement qu'on ne perturbe pas les autres personnes et le milieu. Quel est le type de gestion que vous préconisez pour cette forêt? Alors ici, c'est une gestion qui est faite avec ce que la nature a donné au départ. Donc on va travailler avec l'essence qui est naturellement présente, qu'on appelle la végétation climatique, c'est le hêtre avec la lusule, une petite herbe forestière. Alors on est confronté au dérèglement climatique, donc on essaye de trouver maintenant comment la forêt va réagir, mais toujours est-il qu'on a 80% dans la forêt ici, 80% de feuillus. Il y a 20% de résineux qui étaient très utilisés à une époque aussi
aussi des mines. On a d'ailleurs ici tout près le fourneau Saint-Michel, qui est l'origine d'ailleurs de l'activité métallurgique ici dans nos régions. Et donc cette gestion, on va parler dans certains cas aussi de Prosilva. Donc on essaye de travailler avec les graines qui sont naturellement produites par la forêt. Alors Jean-Christophe, toi tu es guide nature et tu es un véritable passionné de ce domaine. Pourquoi ? Parce que la forêt me parle, la forêt est un patrimoine pour tout le monde à préserver, comme disait Thierry, et qui nous concerne tous. On a des pépites, on a des endroits exceptionnels. Ce lieu est tout à fait charmant. On aurait envie de faire un pique-nique, on prend son sac à dos et on a envie d'y revenir. Et ça se passe ici à Saint-Hubert, chez nous. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est, en tant que candidat guide nature, c'est de la transmission, d'avoir d'autres regards, de se dire tiens, ah oui, mais c'est vrai, tiens, des plantes, la saison, pourquoi se poser des questions, mais aussi de connaître un peu les intervenants d'une forêt. Alors tu parles de transmission justement, qu'est-ce que tu aimes transmettre en termes d'éléments, d'espèces propres à ce domaine ? Mais ici, c'est, je dirais, les interactions entre le vivant. Un chêne, dans les écorces, on peut retrouver une noisette qui a été déposée par une citelle, parce qu'avec son petit bec, elle va faire comme une petite forge pour la picorer. Ici, on a un ruisseau où on peut avoir des insectes, les éphémères, qui vont sortir de l'eau juste une journée pour se reproduire. On peut être surpris de voir un oiseau qui se faufile le long des rivières, qui est le cincle plongeur, qui est là toute l'année et qui va se nourrir d'insectes. On peut être étonné par des castors qui sont revenus aussi et qui font un travail extraordinaire. On peut être curieux parce que tout d'un coup on voit un grand vol, et c'est notre oiseau emblématique de la cigogne noire, mais qui est revenu il y a 30 ans. En tout cas, tout ça donne envie de s'y attarder. Merci à tous les deux de nous avoir reçus ici. Et on invite tout le monde à faire de même, tout en respectant évidemment les codes de vigueur. Merci à tous les deux. Merci. Allez, Jamie, on continue. Rendre les gens meilleurs, ce serait bien ça. Belle leçon. Balade en forêt, rendre les gens meilleurs, c'est magnifique. Au petit slogan. Arrivé dans une des villes phares qu'on va traverser au cours de nos balades, Saint-Hubert. Ah oui, Saint-Hubert, bien connu par sa basilique et le palais abbatial, qui est ici sur notre gauche. C'est imposant, hein ? Oui, c'est très imposant. Et puis la fameuse fête où on bénit tous les animaux, C'est vrai. Fête de Saint-Hubert. Et Richard nous accueille en plein centre de Saint-Hubert. Bonjour Richard. Bonjour. Alors on est ici dans un lieu vraiment historique, au pied de la basilique de Saint-Hubert, juste en face du palais abbatial. C'est quoi l'histoire de ce palais? De quand il date et quelles étaient ses fonctions? Ici, là où on se trouve, on est vraiment sur, on appelle la place de l'abbaye parce que nous sommes dans une ancienne abbaye qui a disparu à partir de 1796. Aujourd'hui, le nom de la rue, c'est toujours, ou de la place, c'est toujours la place de l'abbaye, et se trouve à ma droite, à votre gauche, l'ancien palais abbatial qu'on appelle palais abbatial parce qu'il est tout à fait merveilleux comme un palais, mais son nom d'origine, c'est quartier abbatial. Il a été construit en 1729
pendant à peu près 5 années et il est en style classique, un peu à la manière de Versailles, avec 3 ailes autour d'une cour d'honneur et fermé par un mur haut et une grille en fer forgé à l'origine, mais ici qui a été refait au début des années 2000 à l'identique sur base d'un récit de voyageurs de 1743, mais aussi d'une source d'archives qui a permis de voir tout ce qui était sur cette grille, c'est-à-dire 10 figures qui figurent un calendrier. Mais enfin, le palais abbatial, lui, il est tout à fait extraordinaire. Il est avec des frontons courbes, des frontons triangulaires, à la manière classique que l'on connaît, à la manière un peu italienne aussi, et qui est merveilleux et qui a été refait à l'aube des années 2000 aussi. Alors, derrière moi et devant vous, il y a la façade de la basilique, basilique aujourd'hui depuis 1927, mais qui est une ancienne abbatiale. Donc c'est l'église de l'abbaye énorme et qui, à l'origine, avait reçu le corps de Saint-Hubert. Aujourd'hui, on ne sait pas trop où est le corps de Saint-Hubert, mais ce n'est pas grave, mais c'est toujours la basilique de Saint-Hubert qui reçoit ce titre de basilique parce que c'est une grande église de pèlerinage où on fait le pèlerinage à Saint-Hubert. Et c'est pour ça aussi que Saint-Hubert s'appelle Saint-Hubert. C'est parce qu'il y a eu le corps de Saint-Hubert qui a été transféré depuis Liège jusqu'à un lieu qui s'appelait Andage. Et ce lieu Andage est devenu Saint-Hubert parce qu'on venait voir Monsieur Saint-Hubert ou on venait en pèlerinage à Monsieur Saint-Hubert et c'est devenu Saint-Hubert. Et cette basilique énorme a une belle façade de 1700-1702 mais qui camoufle un intérieur complètement différent et qu'on verra sans doute tout à l'heure. Oui, on va aller faire un petit tour. Quand tu parles du transfert de Saint-Hubert Oui. de Liège vers Andage, devenu Oui. Saint-Hubert, on est en quelle année? Nous sommes en 825 et le mot transfert est inadéquat. On dit plutôt translation du corps d'Hubert depuis Liège jusqu'à Andage. On est en 825. Donc ça va faire, si je calcule bien, 1200 ans que ce corps est arrivé à Saint-Hubert, mais on ne sait pas aujourd'hui où il se trouve et ce n'est pas grave. La façade de la basilique aujourd'hui est en style classique 1700-1702, 18e siècle, et lorsqu'on rentre dans ce bâtiment, c'est une ambiance tout à fait différente. On est dans une église gothique qui a été reconstruite en 1525 à la suite d'un incendie. Il y a eu des édifices au préalable et cet édifice a été complètement agrandi puisqu'il y a 5 nefs. Donc ça signifie qu'on accueillit beaucoup de personnes. Et c'est une église de pèlerinage et ce pèlerinage se faisait à l'hôtel de Saint-Hubert qui se trouve là, avec la Sainte-Édole, là où on guérissait de la rage. Mais on venait aussi pour remercier Hubert et d'autres choses. Et puis, cette église du XVIe siècle a été complètement remise en scène au XVIIIe siècle en style baroque. Et on se retrouve derrière moi avec 3 autels, 2 autels latéraux et un autel majeur avec au centre une vierge. Et tout ça, nous sommes au début du XVIIIe siècle. Avec en plus des stalles, il y a 64 stalles qui rappellent que nous sommes dans une église abbatiale et qu'il y avait ici en moyenne 35 moines qui venaient officier. Et en plus, non seulement il y avait des moines, mais il y avait des frères, mais il y avait aussi des gens qui venaient travailler ici. Ici, au XVIIIe siècle, il y avait en moyenne une centaine de personnes qui travaillaient au service de l'abbaye, avec autant de familles qui vivaient de l'abbaye. Mais si on ajoute en emploi indirect, il y avait aussi 16 orfèvres à Saint-Hubert, des cordonniers, et il y avait toute une série de métiers qui gravitaient autour de cette entreprise qu'on pourrait appeler l'ancienne abbaye de Saint-Hubert.
bien ce joli ruisseau avec la renoncule aquatique comme on retrouve sur la Semois, là, tu vois. Ah oui, c'est celle-là. Il y a de la cardamine aussi. C'est en fait le ruisseau Le Pont qui se jette dans le ruisseau de Poix, qui lui-même se jettera dans la Lomme à Poix-Saint-Hubert. Et c'est un petit ruisseau qui servait à alimenter 2 moulins dans le village d'Atrival. Il y avait le moulin d'en haut et le moulin d'en bas. D'accord. Et donc c'était des moulins qui étaient essentiellement destinés à moudre le grain. Et il y en avait 2 très distincts qui appartenaient à l'abbaye de Saint-Hubert jusqu'à la Révolution française. Et puis après, ils ont été vendus et transformés. Il y a eu des bâtiments supplémentaires. Il y avait jusqu'à 5 meules pour moudre le grain. Donc c'était quand même des moulins d'une assez grande importance. Donc ça fait partie de l'activité des moulins sur ce petit ruisseau qui traverse Atrival. Dans un cadre très champêtre. Oui. Mais l'eau, c'est quand même un élément très très important pour l'activité sidérurgique. Ben nous voilà arrivés à Poix-Saint-Hubert alors. Bah oui, le but de cette étape, la gare est ici sur notre gauche. Oui. Poix-Saint-Hubert qui est un passé industriel, je crois. Ah oui, assez important, ça vaut la peine de s'y arrêter quelque peu. Peut-être la prochaine fois. Oui, on en parlera justement dans la prochaine émission. Je pense que tu avais une autre idée avant de reprendre le train. Ah, si je suis pas contre une petite bière là. Bah écoute, c'est un peu la tradition de cette émission. J'y suis déjà venu, oui. Saint-Hubertus à Poix-Saint-Hubert. Santé Fabienne, merci à nouveau pour tous tes conseils dans ces balades. On se retrouve la semaine prochaine évidemment. Oui. Merci à toi et la semaine prochaine on fait Poix-Redu, ça te va? Poix-Redu, ok. Ok, super. Allez, merci, santé. Elle est bien bonne.